Chapitre 8, couple et somme de variables aléatoires. Alors, cette fois, on ne va plus considérer simplement une seule variable aléatoire, mais on va en considérer deux. On pourrait en prendre plus, mais nous, on va se contenter ici de deux. Et donc, ces deux variables aléatoires, on va soit regarder ce qu'on peut dire lorsqu'on les considère ensemble, notamment est-ce qu'il y a un lien entre ces deux variables aléatoires, et puis ensuite on verra que on peut en créer une troisième à partir de ces deux variables aléatoires, et notamment en regardant la somme. Alors je vais commencer par les couples de variables aléatoires, et je vais faire une remarque tout de suite. Ce que je vais vous raconter ici sur les couples de variables aléatoires, on a des choses très similaires qui existent pour les statistiques lorsqu'on considère deux séries statistiques en même temps. D'accord? Donc moi je prends le pendant le côté probabiliste, mais on a quelque chose de similaire pour les statistiques. Tout n'est pas exactement pareil, et puis pour les statistiques, il y a beaucoup d'autres choses que ce qu'on va faire là qui pourraient être fait, mais voilà, gardez en tête qu'on peut aussi partir sur ce genre de choses en stats. Alors, quels sont les objectifs par rapport à cette partie du chapitre sur les couples de variables aléatoires? Eh bien, il faudra savoir calculer ce qu'on va appeler la loi de probabilité conjointe de x et y, savoir également calculer ce qu'on va appeler les lois de probabilité marginale, donc on verra ce que sont ces définitions. Donc, essentiellement, sur ces deux premiers objectifs, on est sur quelque chose de similaire à ce qu'on a fait dans le chapitre 4, par exemple. Déterminer une variable aléatoire conditionnelle, sachant, par exemple, y qui est égal à yj. Montrer que deux variables aléatoires sont, ou ne sont pas d'ailleurs, indépendantes en probabilité. Donc, pour ces deux objectifs, on est plutôt similaire à ce qu'on a vu dans le chapitre 3, donc sur les probabilités élémentaires. Calculer la covariance et le coefficient de corrélation linéaire de deux variables aléatoires. Là, on est sur de la nouveauté. Et enfin, connaître le lien entre indépendance et covariance. Donc, ce qu'on va voir, et qui correspond en fait aux quatre premiers objectifs, c'est que finalement, il va y avoir assez peu de nouveautés dans ce chapitre, puisque pour beaucoup de choses, l'intuition sera correcte, et la très grande majorité des formules, en fait, c'est juste une réécriture avec d'autres notations de ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. Alors allons-y. Donc on considère maintenant l'étude simultanée de deux variables aléatoires, grand X et grand Y. Alors je vais les prendre discrètes, tout ce que je vais vous raconter sera dans le cas discret. Je ferai une remarque sur le cas continu à la fin. Alors on va appeler couple aléatoire, ou on dit aussi variable aléatoire à deux dimensions, ou encore vecteur aléatoire de dimension 2, le couple XY. Bon, on parle de vecteurs et de dimensions de la même façon qu'on le fait en algèbre linéaire, par exemple. Alors, par exemple, on peut très bien prendre un individu dans une population, noter grand X, la variable aléatoire qui représente son poids, grand Y, la taille, et on peut du coup s'intéresser à l'étude du couple XY, et on voit bien que dans cet exemple, considérer le poids avec la taille, ça a un intérêt. Et très certainement qu'il y a un lien entre les deux. Alors au niveau des notations, je noterai en cas de besoin oméga x l'ensemble de toutes les valeurs prises par la variable aléatoire grand X, et de la même façon oméga y les valeurs prises par grand Y, donc les xi de 1 jusqu'à n pour le grand X et les yj de 1 jusqu'à m pour grand Y. Remarquez que je n'ai pas forcément le même nombre de valeurs pour les deux, c'est pas un souci. Alors, commençons par la première définition.
On va appeler loi de probabilité conjointe de x et y. On parle aussi de loi du couple xy. Eh bien, alors pour parler de loi de probabilité, il nous faut les valeurs prises par le couple xy. C'est tout simplement l'ensemble de tous les xi, yj possibles, où je prends toutes les valeurs de xi possibles, toutes les valeurs de yj possibles. Et puis il me faut les probabilités. Alors, bien évidemment, c'est la probabilité de le couple xy qui est égal au couple xi, yj. Ça revient à dire que j'ai x qui est égal à xi et y qui est égal à yj. Donc j'ai l'intersection des deux événements. On note aussi ça, p de x égale xi, virgule, y égale yj. C'est une autre notation, beaucoup plus simple, beaucoup plus compacte. Et puis, ça, on peut le noter, et je le noterai dans la suite du cours, PIJ, de cette façon-là. Alors attention, le petit i, le petit j ne sont pas les valeurs prises par x et par y, mais c'est bien lorsque je prends toutes les valeurs, par exemple prises par grand X, je les mets dans un ordre croissant, et donc j'ai la première, la deuxième, la troisième, etc. C'est ça qui va me donner les valeurs de i et j. Et donc ici, i prend toutes les valeurs possibles entre 1 et n, et j prend toutes les valeurs possibles entre 1 et m. Donc ça veut dire que des PIJ, j'en ai autant que des couples xi, yj, c'est-à-dire n fois m. Alors, de la même façon que lorsqu'on avait une seule variable aléatoire, souvent on faisait un petit tableau, on mettait par exemple en première ligne les valeurs prises par grand X, et en deuxième ligne, juste en dessous, on mettait les probabilités associées. Eh bien, on a quelque chose de similaire ici pour les couples de variables aléatoires. Donc, simplement, comme j'ai deux variables aléatoires, je vais avoir un tableau à double entrée. Donc j'ai les valeurs de x, et puis j'ai les valeurs de y. Et dans mon tableau, je vais mettre, par exemple ici, qu'est-ce que c'est? P12, c'est la probabilité que x soit égal à x1 et que y soit égal à y2. Tout simplement, de façon totalement intuitive. Alors, on peut considérer le couple xy en tant que couple, mais on peut très bien considérer aussi séparément x et y. Donc, la loi de probabilité de x, pris tout seul, et la loi de probabilité de y pris tout seul, ce sont ce qu'on va appeler les lois de probabilité marginale. D'accord? Donc, loi de probabilité marginale, c'est juste je considère mes variables aléatoires séparément. Alors, la loi marginale de grand X, c'est donc tous les P et les probas de X égale Xi. Alors, au niveau notation, on note ça PI point. Si je reviens à mon petit tableau, si je prends par exemple X égale X2, quelle va être la probabilité de X égale X2? Vous voyez bien qu'il faut que je prenne en compte tous les cas où j'ai le X2, et donc, il faut que je prenne en compte tous ces cas-là. Et quand je dis prendre en compte, je vais faire la somme. Quand je vais faire la somme de toutes ces probabilités-là, sur cette ligne, j'aurai bien la probabilité que x soit égal à x2, avec toutes les valeurs de y possibles. Donc, on obtient ainsi que la probabilité de x égale xi, c'est bien la somme de tous les PIJ. Attention, je fixe le i, et je prends toutes les valeurs de j possibles. Alors, de façon totalement similaire, la loi marginale de y, qu'est-ce que ça va être? On va noter ça du coup P.J, c'est la probabilité de y égale yj, et je vais avoir la somme des PIJ, mais cette fois, je fixe le j, et je prends la somme pour tous les i. Et si je reviens sur mon tableau, si je prends par exemple y égale y2, la probabilité, ça va être quoi? Ça va être la somme des probabilités de cette colonne-là. Alors, justement, remarque, la loi marginale de x correspond aux sommes d'une ligne du tableau, alors que la loi marginale de y correspond aux sommes, cette fois, d'une colonne du tableau.
Alors du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on complète notre tableau à double entrée, on rajoute une dernière ligne et une dernière colonne. Dans la dernière colonne, je vais avoir la loi marginale de x, donc j'ai p de x égale x1, p de x égale x2, etc., jusqu'à p de x égale xn. Et en dernière ligne, la ligne que j'ai rajoutée, je vais avoir la loi marginale de y cette fois, donc j'ai p de y égale y1, p de y égale y2, p de y égale ym, etc., etc. Bon, alors maintenant, une petite propriété. Si je fais la somme de tous les PIJ, ici je fais la somme, je prends tous les I, tous les J possibles. Qu'est-ce que ça va me donner? Donc si je reviens sur mon tableau, je fais la somme de toutes mes cases qui sont là. Eh bien, ce qu'on peut constater, plein de choses qu'on peut constater. La première chose, c'est que au lieu de faire tout d'un coup, comme chacun de mes termes, là, de ma dernière colonne, sont déjà la somme des termes ligne par ligne, faire la somme de tout ce que j'ai dans le tableau au milieu, ça revient bien à faire la somme des termes de la dernière colonne que j'ai rajoutée. Et puis, pour des raisons similaires, ça revient aussi à faire la somme des termes de la dernière ligne. Bon, et puis, comme on a des probabilités, là j'ai la loi de probabilité de grand X, donc forcément la somme ça va me donner 1. De la même façon qu'ici, la somme va me donner 1. Alors justement, donc la somme des PIJ, c'est la somme des PI points. Là, c'est dire, je peux faire la somme de la dernière colonne. Alors, si je le réécris, c'est parce que chacun des PI points est déjà la somme des PIJ. Je peux aussi faire la somme des P.J, c'est-à-dire la somme de la dernière ligne. Pareil, j'ai aussi la somme en fait de la somme. Et puis on a dit, en tout on a 1, parce que ce sont des probabilités, tout simplement. Donc, dans mon tableau, je sais que je vais avoir 1 là-bas en bas, qui va me donner un moyen de vérifier un minimum ce que j'ai fait. Allez, prenons un petit exemple. Alors, cet exemple, on va le suivre pendant tout le chapitre. Ce sera le même tout du long. Alors, on tire au hasard une carte d'un jeu de 32 cartes. Alors, 32 cartes, ça veut dire qu'au niveau des figures, je vais avoir l'As, et puis 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. J'ai bien évidemment les 4 couleurs. Alors, comme je prends une carte au hasard, ça veut dire que je suis en situation d'équiprobabilité et chaque carte a une chance sur 32 de sortir, donc probabilité d'avoir la carte qui vaut, je sais pas moi, c'est un as de cœur, eh bien j'ai probabilité qui vaut 1 sur 32. Alors on va définir deux variables aléatoires, on va définir déjà grand X, la variable aléatoire qui prend pour valeur 1 si la carte tirée est une dame, 0 si ce n'est pas une dame, et puis grand Y, la variable aléatoire qui va prendre pour valeur 1 si la carte tirée est un cœur, et 0 si c'est pas un cœur. Alors complétons notre tableau. Commençons par exemple par cette case-là. Cette case-là, je cherche donc la probabilité que x soit égal à 1 et y est égal à 1. Alors, à quoi est-ce que ça correspond x égale à 1 et y est égal à 1? Eh bien, ça veut dire que x égale à 1, donc j'ai une dame, et y égale à 1, ça veut dire que c'est un cœur. Donc forcément, c'est une dame de cœur. Bon, dans mon jeu de 32 cartes, une dame de cœur, il n'y en a rien qu'une. Donc, quelle est la probabilité d'avoir la dame de cœur? C'est 1 sur 32. Si je prends maintenant, cette case-là, x égale 0 et y égale 1. X égale 0, ça veut dire que ce n'est pas une dame, et y égale 1, c'est un cœur. Donc je cherche combien j'ai de cœurs qui ne sont pas des dames. Alors, dans un jeu de 32 cartes, des cœurs j'en ai 8, donc si je ne prends pas la dame, il me reste 7 sur 32. Si je prends maintenant cette case-là,
je veux la probabilité de x égale 1 et y égale 0. X égale 1, c'est une dame, y égale 0, ce n'est pas un cœur. Donc combien est-ce que j'ai de dames qui ne sont pas des dames de cœur? 3, hein, j'ai la dame de carreau, la dame de pique et la dame de trèfle, donc 3 sur 32. Et puis pour la dernière case ici, donc x égale 0, y égale 0, je peux ici me permettre de faire 1 moins les autres, puisque de toute façon, si je ne fais pas 1 moins, ça va revenir au même calcul. Il faut que je trouve les cartes qui sont ni des dames ni des cœurs. Donc je vais partir des 32 cartes et je vais enlever ce qui manque. Ou éventuellement, je vais pouvoir dire par exemple qu'il y a 7 cartes qui ne sont pas des dames pour chacune des valeurs. Et puis des cœurs, des cartes qui ne sont pas des cœurs, j'ai 3 possibilités. Donc je vais avoir 3 fois 7 qui fait 21 sur 32. Mais essentiellement, ça revient à faire à peu près la même chose que 1 moins. Voilà, ça c'est la loi du couple. Maintenant, si je veux les lois marginales, alors on pourrait faire les sommes, d'accord? Donc je peux, hein, si je veux, j'ai 28 sur 32, 4 sur 32, 8 sur 32, et puis 24 sur 32. Bon, je perds un peu le côté vérification. Je pourrais aussi le faire tout simplement en disant, bon x c'est une dame. Quelle est la probabilité d'avoir une dame, par exemple, si je veux x égale à 1, des dames, j'en ai 4. Hein, donc j'ai 4 sur 32. Ou on pourrait également dire que des dames, si je prends une couleur, par exemple carreau, une dame, il n'y en a qu'une. J'ai une carte parmi les 8 carreaux qui est bien une dame. Et j'ai le cas pour chacune des couleurs. Donc je peux aussi dire de cette façon-là que j'ai 1 sur 8. Des cartes qui ne sont pas des dames, pour chacune des couleurs, j'en ai 7. Donc j'ai 7 sur 8. Et puis pour les couleurs, eh bien, quelle est la probabilité d'avoir un cœur? J'ai 4 couleurs avec autant de cartes pour chacune des couleurs, donc un quart. Et pour les cartes qui ne sont pas des cœurs, j'ai 3 couleurs qui ne sont pas des cœurs, donc 3 quarts. Donc là on voit, on a les lois marginales et on a bien l'égalité. Alors on est bien d'accord, hein, ici c'est un cas très simple, un exemple très simple, mais finalement les 3 quarts du temps ce ne sera pas beaucoup plus compliqué que ça. Bon, alors maintenant qu'on a la loi de probabilité, on a la notion de fonction de répartition. Rappelons-nous, quand on avait une seule variable aléatoire, la fonction de répartition définissait ça en disant f de t, c'est la probabilité de x plus petit ou égal à t. Hein, qu'on soit dans le cas discret, dans le cas continu, c'était la même définition. Eh bien, pour définir la fonction de répartition du couple, xy, ça va être la même chose, sauf que j'ai plus juste x plus petit qu'une certaine valeur, il faudra que je prenne à la fois x plus petit qu'une valeur et y plus petit qu'une autre valeur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ma fonction de répartition, maintenant, c'est une fonction à 2 variables. Je vais définir grand F de xy, c'est quoi? C'est la probabilité que grand X soit plus petit que petit x, et grand Y plus petit que petit y. Alors, simplement, ici, comment est-ce qu'on va faire les calculs? Il va falloir prendre en compte tous les cas. Hein. Alors, dans le cas discret, c'est assez simple. On prend notre tableau, et puis on va regarder à quelle ligne et quelle colonne est-ce qu'on doit se limiter et faire la somme de tout ce qui est dans le cadre supérieur gauche, hein, par rapport à cette dernière ligne et cette dernière colonne qui nous intéresse. Donc c'est faisable. Après, rappelons-nous, dans le cas discret, la fonction de répartition, on l'a surtout tracée, très peu utilisée. Là, le truc c'est que la tracer c'est compliqué puisqu'on a une fonction à 2 variables, donc ça veut dire que pour faire une représentation graphique de cette fonction de répartition, il faut se placer en 3 dimensions. Donc on ne va pas en faire. Donc voilà,
je vous le cite, mais on n'utilisera pas cette notion-là dans le cas des couples de variables aléatoires. Bon, une fois qu'on a cette notion, on va définir la notion de variable aléatoire conditionnelle. Alors, avant d'aller sur la variable aléatoire conditionnelle, juste un petit rappel. On a parlé des probabilités conditionnelles. Et rappelons-nous, probabilité conditionnelle, on avait dit, par exemple, probabilité de A sachant B, c'était quoi? C'était la probabilité de A inter B divisé par P de B. Bon, alors, nous, maintenant, on va définir non pas une probabilité, mais une variable aléatoire conditionnelle. Alors ici, je vais définir la variable aléatoire conditionnelle grand X sachant grand Y est égal à YJ. Alors, on va la noter, vous voyez, avec la notation avec la barre, hein, donc je vous en avais parlé dans le chapitre 3, ça y est, on l'utilise ici. Alors, ça va être une variable aléatoire discrète qui va prendre comme valeur toutes les valeurs de X possibles, donc tous les XI. Et en fait, on va appliquer exactement la formule que je viens de vous rappeler, en prenant, eh bien, grand A, ça va être l'événement X égale XI, et grand B, ça va être l'événement Y égale YJ. Si je fais ça, je vais avoir quoi? Alors, si je fais ça, je vais avoir donc X égale XI, sachant Y égale YJ. Donc, probabilité de l'intersection. X égale XI, inter Y égale YJ, divisé par P de Y égale YJ. Oui, mais si je me rappelle des notations qu'on a introduites tout à l'heure, le numérateur, là, ce qui est en haut de la fraction, je peux aussi l'écrire avec une virgule, et puis on a vu dans les notations, on peut aussi noter ça PIJ, et le P de Y égale YJ, c'est ce que dans les notations, on a noté P.J. Eh bien, la définition de la variable aléatoire conditionnelle X sachant Y égale YJ, c'est exactement ça. On a les valeurs, les XI, et les probas associés. C'est exactement ce qu'on vient de dire. PIJ divisé par P.J. Alors, j'ai défini ici la variable aléatoire grand X sachant Y égale YJ. On peut définir de façon totalement similaire la variable aléatoire conditionnelle grand Y sachant X égale XI. Pas un souci, ça marche tout à fait pareil. Alors, ce qu'on peut dire, eh bien, de la même façon qu'on l'avait dit dans le chapitre 3, lorsque je fixe mon YJ et que je fais la somme de toutes les probas, hein, donc tous les XI possibles, eh bien j'ai une vraie probabilité et donc ça me donne 1. Et je l'ai bien évidemment dans l'autre sens aussi. Donc, si je fixe, je sais que X vaut XI, je fais la probabilité de pour toutes les valeurs de grand Y, de Y égale YJ, sachant X égale XI, j'ai 1, forcément. Alors reprenons notre exemple. On peut faire les calculs. Donc si je prends par exemple P de X égale 0, sachant Y égale 0, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, il me faut probabilité de l'intersection. Donc j'ai cette valeur-là, donc 21 sur 32, divisé par P de Y égale 0, c'est-à-dire le 3/4 qui est ici. Ça me donne donc 7/8. Je peux continuer. P de X égale 0, sachant Y égale 1. J'ai 7 sur 32 divisé cette fois par 1/4, ce qui me donne 7/8. P de X égale 1, sachant Y égale 0. J'ai donc 3 sur 32 divisé par 3/4, ça me donne 1/8. P de X égale 1,
sachant y égale 1, ça me donne donc 1 sur 32 divisé par 1/4 qui me donne 1/8. Mais j'ai pas fini. J'ai aussi tous les y sachant x. Donc P de y égale 0 sachant x égale 0. Donc cette fois, je vais toujours avoir proba de l'intersection, donc 21 sur 32. Par contre, je divise cette fois par le 7 sur 8. J'obtiens donc 3/4. P de y égale 0, sachant x égale 1. J'ai cette fois 3 sur 32 divisé par 1/8, ce qui me fait 3/4. P de y égale 1, sachant x égale 0. J'ai 7 sur 32 divisé par 7/8, 1/4. Et le dernier, P de y égale 1, sachant x égale 1, ça me fait 1 sur 32 divisé par 1/8, ce qui me fait 1/4. Donc des probas conditionnels, hein, vous voyez qu'on en a quand même un grand nombre à chaque fois. Bon. Une remarque, faites bien attention, on le verra un tout petit peu après, mais dans mon exemple, j'ai un cas très particulier. Ici, on voit qu'on a plein de probabilités qui sont égales. C'est uniquement lié au fait que mon exemple est particulier. Il n'y a pas de raison du tout pour qu'il y ait des égalités comme ça un peu de partout. Bon, quand on était dans le chapitre 3, on avait la définition de la probabilité conditionnelle et à partir de là, on définissait l'indépendance. Et bien là, c'est pareil. J'ai la notion de variable aléatoire conditionnelle. Je vais pouvoir définir l'indépendance de deux variables aléatoires. Donc on dit que deux variables aléatoires discrètes x et y sont indépendantes en probabilité, ou on dit aussi indépendantes stochastiquement, si elles vérifient l'une des propriétés suivantes qui sont équivalentes. Alors, à nouveau, rappelons-nous, qu'est-ce qu'on avait comme propriété ou comme définition lorsqu'on était dans le chapitre 3 ? A et B étaient indépendantes quand si on avait P de A sachant B qui était égal à P de A, ou bien P de B sachant A est égal à P de B, ou bien P de A inter B qui est égal à P de A fois P de B. Donc on avait dit, pour montrer qu'il y a indépendance, on montre une de ces trois propriétés-là. Eh bien, on va avoir la même chose ici. Alors, toujours pareil, hein, en prenant A, par exemple, c'est x égale xi. B, c'est y égale yj. Alors, simplement, il faudra que ce soit vrai pour tous les i, pour tous les j. Donc, allons-y. Première propriété qu'on peut montrer, pour tout i, pour tout j, la proba conditionnelle, x, probabilité de x égale xi, sachant y égale yj, c'est égal à p de x égale xi. Ou bien, pour tout i et pour tout j, la probabilité de y égale yj, sachant x égale xi, c'est égal à la probabilité de y égale yj. Ou bien, pour tout i, pour tout j, la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Donc on retrouve bien les mêmes propriétés. Attention, j'insiste fortement, ça doit être pour tout i, pour tout j. Donc si vous voulez montrer qu'il y a indépendance en probabilité, vous choisissez une des trois propriétés, soit 1, soit 2, soit 3, et vous devez le montrer pour tout i et pour tout j. S'il y a ne serait-ce que un i et un j pour lequel c'est faux, il n'y a pas indépendance en probabilité. Alors reprenons notre exemple. Vu ce qu'on vient de dire, il y a donc trois méthodes pour montrer qu'il y a indépendance ou pas. Méthode 1. Eh bien, je vais regarder P de x égale 0, sachant y égale 0.
Alors tout à l'heure, on a calculé, c'était 7/8. Ah bah ça tombe bien, c'est égal à P de x égale 0. Je vais regarder P de x égale 0, sachant y égale 1. On avait aussi trouvé 7/8. Pareil, c'est P de x égale 0. Ok, je change de i, P de x égale 1 cette fois. Bah, sachant y égale 0, on a calculé, on a trouvé 1/8. Ah bah tiens, c'est P de x égale 1. Et si je prends P de x égale 1, sachant y égale 1, on a trouvé tout à l'heure 1/8. Bah tiens, c'est P de x égale 1. Et là, j'ai fait probabilité de x égale xi, sachant y égale yj, pour tous les i et pour tous les j. Donc, ça veut dire que x et y sont indépendantes en probabilité. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, on avait autant de probabilités qui étaient égales. Hein, quand on a calculé probabilité conditionnelle, c'est exactement pour ça. Donc, si on n'est pas indépendant en probabilité, il n'y a pas de raison pour qu'on ait ce genre d'égalité. Bon, ça c'était la méthode 1. Méthode 2, méthode 2, on peut faire la même chose, mais avec les probabilités de y sachant x. Donc y égale 0, sachant x égale 0. On avait trouvé 3/4. Ça tombe bien, c'est égal à P de y égale 0. Si je prends P de y égale 0, sachant x égale 1, on avait trouvé 3/4. C'est bien P de y égale 0. P de y égale 1, sachant x égale 0, on avait trouvé 1/4. C'est P de y égale 1. Et P de y égale 1, sachant x égale 1, on avait trouvé 1/4. Ça, c'est bien P de y égale 1. Donc, on peut en conclure que x et y sont indépendantes en probabilité. Bon, il me reste la méthode 3. Alors, méthode 3. Eh bien, on va calculer P de... allez, je vais utiliser les notations, les autres notations, ça prendra moins de place. Alors, P11. P11, c'est quoi? C'est 21 sur 32. La question, c'est est-ce que ça, c'est égal à P1 point fois P.1. Si je reprends la dernière propriété, traduite avec les notations qu'on a introduites dans le cours précédemment, c'est bien ça. Hein. Alors, P1 point fois P.1, qu'est-ce que j'ai? J'ai 7 sur 8 fois 3 sur 4. Bah ouais, ça donne 21 sur 32. Donc j'ai l'égalité. Est-ce que P1, 2, c'est-à-dire 7 sur 32, est-ce que ça, c'est égal à P1 point fois P.2? Alors, c'est-à-dire 7 sur 8 fois 1/4. Quand je fais le produit, j'ai 7 sur 32, j'ai bien l'égalité. Est-ce que P2,1, qui vaut donc 3 sur 32, est-ce que ça, c'est égal à P2 point fois P.1? C'est-à-dire, est-ce que c'est égal à 1 sur 8 fois 3/4? Bah oui. Et est-ce que P2,2, alors 1 sur 32, est-ce que ça, c'est égal, encore fait le calcul, à P2 point fois P.2? C'est-à-dire, est-ce que c'est égal à 1/8 fois 1/4? Bah oui, donc j'ai l'égalité. Donc, à nouveau, x et y sont indépendantes en probabilité. Alors attention, hein,
vous choisissez bien évidemment la méthode que vous voulez, hein, mais vous ne faites pas les 3 méthodes. L'avantage de la méthode 3, c'est que vous voyez, il y a juste un petit produit à faire en termes de calcul, c'est tout. Pour la méthode 1 et la méthode 2, si les probabilités conditionnelles n'ont pas encore été calculées, il y a ce calcul-là en plus à faire, qui est un petit peu plus long et compliqué que simplement le produit, mais c'est juste une division aussi, hein, c'est pas très compliqué. Bon, donc, si vous ne savez pas si c'est indépendant ou pas, vous vous lancez dans les calculs et vous verrez bien, si à un moment donné, vous trouvez un calcul qui est faux, enfin une égalité qui est fausse, c'est qu'on n'est pas indépendant en probabilité. Si vous allez jusqu'à la dernière et que tout fonctionne, c'est qu'il y a indépendance en probabilité. Maintenant, je redis, si vous voulez montrer qu'il n'y a pas indépendance, il suffit de trouver un exemple, un I, un J, pour lequel c'est faux. Bon. Définition suivante, un peu de nouveauté. On va appeler covariance de deux variables aléatoires discrètes x et y, eh bien le nombre qui est donné par, donc vous voyez on note cov pour covariance de x, y, c'est l'espérance de x fois y moins l'espérance de x fois l'espérance de y. Alors comment est-ce qu'on calcule l'espérance de x, y? Eh bien vous voyez on prend xi fois yj fois pij. Donc, quand je prends mon tableau, bien simplement, je vais prendre toutes les cases, toutes les probas, et je vais les multiplier par le haut de la ligne et le haut de la colonne, puis je vais faire la somme de tout ça. Attention, remarque, vous vous doutez bien qu'en général, l'espérance de xy, c'est pas égal à l'espérance de x fois l'espérance de y. Parce que si c'était égal, ça voudrait dire que la covariance vaut toujours 0. Si on avait toujours 0, on ne se serait pas embêté à donner un nom à ce truc-là. D'accord? Donc, en général, c'est pas vrai. Bon, reprenons notre exemple encore une fois. Alors, que vaut, allez, l'espérance de xy? Alors, on a dit, je prends un élément dans mon tableau, je fais fois le début de la ligne et fois le début de la colonne. Donc, je vais avoir 21 sur 32 fois 0 fois 0, plus 7 sur 32 fois 0 fois 1, plus 3 sur 32 fois 1 fois 0, plus 1 sur 32 fois 1 fois 1. J'en ai autant qu'il y a de cases intérieures à mon tableau. Bon, ici, j'ai beaucoup de zéros. En tout, je trouve 1 sur 32. Je peux calculer l'espérance de x. Alors, les x, donc j'ai les valeurs ici, les probas ici. Donc, j'ai 0 fois 7 sur 8, plus 1 fois 1 sur 8. Ça me donne donc 1 sur 8. L'espérance de y, alors cette fois, j'ai les valeurs ici, les probas là. Donc, 0 fois 3 quarts, plus 1 fois 1 quart, ça me donne 1 quart. Donc, ça veut dire que covariance de x, y, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc 1 sur 32, moins 1 sur 8 fois 1 sur 4. Ah bah tiens, ça c'est 0. Bon. Alors, la covariance, elle permet d'estimer la dépendance entre deux variables aléatoires différentes. Comment? Eh bien, on sait que si x et y sont indépendantes aux probabilités, alors la covariance vaut 0. Donc, ça veut dire que dans mon exemple, j'avais pas besoin en fait de faire le calcul que je viens de faire. Comme j'ai déjà démontré qu'elles sont indépendantes aux probabilités, forcément j'avais la covariance qui était égale à 0. Deuxième propriété, si la covariance n'est pas égale à 0, alors dans ce cas-là, je suis sûre et certaine que x et y ne sont pas indépendantes en probabilité. Donc si c'est indépendant en probabilité, la covariance vaut 0. Si la covariance ne vaut pas 0, alors il n'y a pas indépendance en probabilité. Et si la covariance vaut 0, si la covariance vaut 0, on ne sait pas. On ne peut rien en conclure.
Donc ça veut dire que si jamais vous aviez déjà calculé la covariance, si elle était différente de 0, qu'on vous demande est-ce qu'il y a indépendance ou pas besoin de repartir sur les 3 propriétés qu'on a vues tout à l'heure. La covariance est différente de 0, donc forcément, elles ne sont pas indépendantes en probabilité. Par contre, si la covariance vaut 0, on peut rien dire, il faut revenir sur les définitions. Donc si la question c'est est-ce que x et y sont indépendantes en probabilité, calculer la covariance, c'est une mauvaise idée si elle n'a pas encore été calculée. Parce que si jamais on trouve 0, on aura fait tout ça pour rien, puisqu'on ne peut rien dire. Alors, on a aussi ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Attention, c'est défini lorsqu'on a des variables aléatoires non constantes, donc des variables aléatoires pour lesquelles la variance est différente de 0. Et donc, on a, alors, c'est ρ, la lettre grecque, ρ, le coefficient de corrélation linéaire, donc ρ de xy, c'est quoi? C'est la covariance de xy divisée par la racine carrée du produit des variances. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire ça? Eh bien, parce que du coup, ρ est compris entre -1 et 1, alors que la covariance, a priori, prend n'importe quelle valeur réelle. Alors, bien évidemment, on retrouve les mêmes propriétés que pour la covariance, à savoir que si x et y sont indépendantes en probabilité, alors on sait que la covariance vaut 0, et donc forcément, le coefficient de corrélation linéaire vaut 0 également. Au contraire, si le coefficient de corrélation linéaire est différent de 0, ça veut dire que la covariance est différente de 0, et donc forcément, x et y ne sont pas indépendantes en probabilité. Et puis, si le coefficient de corrélation linéaire il est égal à 0, eh bien la covariance est égale à 0 et on ne sait pas dire. Alors, l'avantage, l'autre avantage, en tout cas, allons plus loin que l'avantage d'être compris entre -1 et 1, c'est que désormais, on va pouvoir dire que plus la valeur absolue de ρ de xy est proche de 1, plus la dépendance entre x et y est forte. D'accord? Donc, le coefficient de corrélation linéaire, plus il est proche de 1 ou de -1, plus j'ai une dépendance forte entre x et y. Attention, si j'ai 0, ça ne veut pas dire que j'ai indépendance. A priori, on peut supposer que la dépendance est plutôt faible, mais en tout cas, j'ai pas indépendance. Alors, une remarque, tout ce qu'on vient de dire sur les variables aléatoires discrètes, on peut le dire aussi dans le cas des variables aléatoires continues. Simplement, le problème, c'est que tout devient beaucoup plus compliqué. Si je prends juste la définition des probabilités, dans le cas discret, on donne la loi de probabilité, on fait le tableau, on donne les valeurs. Dans le cas continu, quand j'avais une seule variable aléatoire, il fallait donner la fonction densité, puisque une fois que j'ai la fonction densité, pour calculer des probabilités, je fais des intégrales. Bon, dans le cas continu, c'est le même principe. Sauf que, cette fois, ma fonction densité, ça va être une fonction à 2 variables. Il faut les x et les y. Et donc, quand je vais vouloir calculer des probabilités, par exemple, j'aurai plus des sommes doubles, je vais avoir des intégrales doubles. Sauf que la théorie sur les intégrales doubles, on ne l'a pas faite. Donc, ici, j'en dirai pas plus sur le cas continu, mais ça marche pareil. Bon, une petite digression avant de parler des sommes de variables aléatoires. On a parlé de la covariance tout à l'heure. Alors, quand on regarde les variables aléatoires comme étant des vecteurs, donc vecteurs au sens élément d'un espace vectoriel, eh bien il se trouve que la covariance, c'est un produit scalaire. Alors vous avez vu la notion de produit scalaire sur les vecteurs, dans le plan, dans l'espace, mais en fait c'est une notion plus générale qui s'applique dans n'importe quel espace vectoriel. Eh bien la covariance, c'est un produit scalaire lorsque j'applique, je considère mon espace vectoriel constitué des variables aléatoires.
Et puis, deuxième digression, oui, non, j'ai pas fini. Donc, la covariance et la variance, en fait, c'est la norme au carré qui est associée. D'ailleurs, on verra dans la partie 2 une formule qu'on retrouve qui correspond au produit scalaire. La deuxième digression que je voulais faire, c'est, alors, je vous ai dit au tout début, on a des choses similaires pour les statistiques. Eh bien, en statistique, donc quand on étudie plusieurs séries de données en même temps, on a ce qu'on peut déjà se poser la question des liens. Est-ce que mes séries de données sont liées entre elles? Est-ce qu'il y en a qui ont des causes sur d'autres, etc. Donc on a toute une branche des statistiques qui s'appelle l'analyse de données. Dans l'analyse de données, on a toute une famille de méthodes qui s'appelle l'analyse factorielle. Et dans cette branche de méthodes, dans cet ensemble de méthodes, on en a une en particulier qui s'appelle l'analyse en composantes principales. Et quand on fait une analyse en composantes principales, le principe c'est quoi? C'est qu'on va créer une matrice, une grande matrice, dans laquelle on va mettre, donc on va considérer qu'on a plusieurs variables aléatoires, x1 jusqu'à xn, et puis, donc voilà. Et l'idée de cette matrice, ça va être de mettre sur la diagonale les variances, donc je vais avoir variance de x1, variance de x2, etc. Et sur les autres cas, je vais mettre les covariances, donc covariance de x1, x2, etc., covariance de x1, x3, partout. Donc cette matrice-là, c'est ce qu'on appelle la matrice de variance-covariance, tout simplement. Et donc en analyse, en ACP, on appelle ça l'ACP, l'analyse en composantes principales, l'idée c'est que donc on part de cette matrice de variance-covariance, on va la diagonaliser, donc on va chercher ses valeurs propres et ses vecteurs propres, et en fonction notamment des valeurs propres et de leur taille, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est petit, laquelle est la plus grande, etc., eh bien on va pouvoir déterminer quelles sont les séries de données qui ont le plus d'importance, et ça va nous permettre comme ça de définir ce qu'on appelle les composantes principales, ce qui a le rôle principal dans ce qu'on veut étudier. Voilà, donc ce sont des méthodes qui sont vraiment utilisées dans la vie réelle, en tout cas par des statisticiens, des analystes en vrai. Donc voilà, vous voyez que ici, pour faire ce genre de choses, eh bien, il nous faut à la fois des statistiques, la notion de variance, de covariance, etc., et en même temps des notions relativement poussées d'algèbre linéaire, puisque il faut les matrices, il faut la notion de valeur propre, de vecteur propre, la diagonalisation, les changements de base, etc. Bon, je referme ma petite parenthèse digression, et on va parler de somme de variables aléatoires. Alors, quand on a deux variables aléatoires, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut considérer la somme des deux, on peut faire le produit des deux, on peut faire le minimum des deux, on peut considérer n'importe quelle relation entre les deux. Sans faire de cours ou quoi que ce soit, comment est-ce que ça marche? De façon totalement intuitive, c'est-à-dire qu'on va déterminer toutes les valeurs prises par la somme, par le produit, par le min, etc. Et pour chacune de ces valeurs, on va calculer la probabilité en se ramenant à, pour avoir telle valeur de, je sais pas moi, du produit, il faut que j'ai quelle valeur pour x et quelle valeur pour y. Et puis je vais faire la somme de toutes les probabilités qu'il y a besoin de faire. Et après, une fois qu'on a donc la loi de probabilité, par exemple du produit, on peut calculer l'espérance, la variance, enfin tout ce qu'on veut, comme on le faisait dans le chapitre 4. On va parler ici de somme de variables aléatoires, simplement pour donner quelques formules bien particulières. Alors, les objectifs par rapport aux sommes de variables aléatoires, eh bien, premièrement, connaître la notion de somme. Ensuite, savoir calculer la loi de probabilité de la somme de deux variables aléatoires. Savoir calculer l'espérance et la variance, aussi. Et puis, connaître la loi suivie par une somme de deux variables aléatoires indépendantes, de loi de Poisson, de loi binomiale et de loi normale.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je prends x et y, deux variables aléatoires discrètes, deux lois respectives. Alors, grand X va prendre les valeurs xi, et les p de x égale xi, je vais les appeler petit pi, et puis y va prendre les valeurs yj, et les probabilités de y égale yj, je vais les appeler qj. Alors, on définit la variable aléatoire, ici je vais la noter grand Z, qui est la somme des deux, donc x plus y, et c'est une nouvelle variable aléatoire discrète, qui prend comme valeur tous les xi plus yj possibles, et les probabilités, ce sont les probabilités associées, c'est-à-dire probabilité de z égale zk. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va regarder les couples xi, yj, tels que quand je fais la somme des deux, j'ai zk, et je vais prendre la somme de toutes les probabilités associées. Alors, en général, comment est-ce qu'on fait ce calcul-là? Comme je viens de l'expliquer. Simplement, dans le cas particulier où x et y sont deux variables aléatoires indépendantes, quand elles sont indépendantes, on sait que la probabilité du couple, c'est le produit des probabilités. Donc du coup, P de Z égale ZK, c'est la somme des P de Z, X égale XI fois P de Y égale YJ. Et puis si je veux, je peux réécrire ça un tout petit peu différemment. Donc au lieu de dire c'est la somme pour tous les XI plus YJ qui donne ZK, je peux dire je vais faire la somme pour tous les XI. Je les prends tous. À ce moment-là, que vaut Y? Comme je veux X plus Y qui vaut ZK, Y doit valoir ZK moins XI. Alors, simplement, ce qui se passe, c'est que des P de Y égale ZK moins XI, il y en a plein qui sont égaux à 0. Si ZK moins XI n'est pas une valeur prise par grand Y, à ce moment-là, cette probabilité vaut 0. Et donc, je vais avoir dans ma somme que quelques termes. Alors, je l'ai aussi en version P de Y égale YJ fois probabilité de X qui vaut cette fois ZK moins YJ. Bon, ces formules-là sont un petit peu artificielles, c'est pas comme ça qu'on le fait en vrai. Pourquoi est-ce que je vous le cite? Parce que dans ce cas-là, on parle de convolution des lois X et Y. Donc quand on veut faire la convolution des deux lois, c'est ces calculs-là qu'on fait. Je vais reparler de la convolution à la fin, lorsque je vous ferai une remarque sur le cas continu. On utilise beaucoup plus la convolution dans le cas continu que dans le cas discret. Bon, ça je l'ai déjà dit, on a plein de zéros. Si je reprends mon exemple de la dame de cœur, toujours le même. Alors, Z, donc c'est X plus Y, quelles sont les valeurs que peut prendre Z? Eh bien, comme X et Y prennent tous les deux comme valeur 0 et 1, je vais avoir quoi? Je vais avoir 0, 1 et 2. Si je veux probabilité de Z égale 0, eh bien, quand est-ce que j'ai Z qui vaut 0? Lorsque X vaut 0 et Y égale 0. Donc, c'est P de X égale 0 et Y égale 0, c'est-à-dire 21 sur 32. Que vaut P de Z égale 1? Quand est-ce que j'ai Z qui est égal à 1? Lorsque X vaut 1 et Y vaut 0, mais aussi lorsque X vaut 0 et Y vaut 1. Bon, eh bien j'ai donc 3 sur 32 plus 7 sur 32, ce qui me fait 10 sur 32. Et puis, P de Z égale 2. Quand est-ce que j'ai Z qui vaut 2? Lorsque X et Y sont tous les deux égaux à 1. J'ai donc 1 sur 32. Bon, je peux faire le petit tableau pour donner la loi de Z. Je passe ici, mais on peut le faire sans aucun souci. Alors, maintenant que j'ai la loi de la somme, qu'en est-il de l'espérance et de la variance? Alors, l'espérance, la formule intuitive reste vraie. Espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Ce sera toujours vrai. Par contre, attention, pour la variance de x plus y, c'est la variance de x plus la variance de y, attention, plus 2 fois la covariance de xy. D'ailleurs, si vous vous rappelez la petite digression que j'ai faite tout à l'heure, je vous ai dit, la covariance, c'est un produit scalaire, et la variance, c'est la norme au carré.
eh bien, on retrouve une formule similaire à ce que vous aviez avec les vecteurs, c'est-à-dire que x plus y au carré, c'est quoi? C'est x carré, enfin norme de x carré, plus norme de y au carré, plus 2 fois le produit scalaire de x et y. Bien, c'est la même formule qu'on a là. Alors, conséquence, si x et y sont indépendantes, dans ce cas-là, on sait que la covariance vaut 0, et donc variance de x plus y, c'est égal à variance de x plus variance de y. Mais attention, ce n'est vrai que si x et y sont indépendantes. En probabilité, bien évidemment. Alors, reprenons notre exemple. E de z, eh bien, j'ai donc 0 fois 21 sur 32, plus 1 fois 10 sur 32, plus 2 fois 1 sur 32. Ça me donne 3 huitièmes. Et si je fais E de x plus E de y, alors on les a calculés tout à l'heure, on a trouvé 1 huitième et 1 quart. Bon, ben on voit qu'on a bien 3 huitièmes, j'ai bien l'espérance de la somme qui est la somme des espérances. On n'a pas calculé la variance tout à l'heure, mais on peut le faire. Variance de z, c'est quoi? C'est donc 0 carré fois 21 sur 32, plus 1 au carré fois 10 sur 32, plus 2 au carré, fois 1 sur 32, attention, moins 3 sur 8 au carré. Je fais le calcul, je trouve 19 sur 64. Je prends la variance de x. Variance de x, j'ai quoi? J'ai 0 au carré fois 7 sur 8, plus 1 au carré fois 1 sur 8. 1 sur 8, moins 1 sur 8 au carré, ce qui me donne 7 sur 64. Variance de y, on a donc 0 fois 3 quarts, 0 carré fois 3 quarts, plus 1 au carré fois 1 quart, moins 1 quart au carré. On trouve 3 sur 16. Et quand je fais variance de x plus variance de y, qu'est-ce que je trouve? Je trouve 19 sur 64. On voit que la variance de la somme, c'est la somme des variances, mais en même temps, on avait déjà démontré qu'il y avait indépendance en probabilité, donc c'est normal. Alors, attention, quelque chose de fondamental ici. Il y a une énorme différence entre la variable aléatoire 2x et la variable aléatoire x plus x. En tout cas, lorsque x est indépendante avec elle-même, mais de façon générale, ça reste vrai. Le x plus x, on voudrait écrire ça 2x. C'est pas du tout la même chose. Alors, prenons un petit exemple. Je vais prendre ici... J'ai dû me tromper quand j'ai fait mon slide. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre ici x qui suit une loi binomiale de paramètre 1,5. Alors, que sont les valeurs que peut prendre 2x? 2x, x prend les valeurs 0 et 1, donc qu'est-ce que je vais avoir? 0 et 2. Et puis, je vais avoir les probabilités 1,5, 1,5. Alors, je peux calculer l'espérance de 2x, j'ai donc 0 fois 1,5 plus 2 fois 1,5, ça me donne 1. Pour la variance, je vais avoir 0 carré fois 1,5, plus 2 au carré fois 1,5, moins 1 au carré, ça me donne 1 aussi. Bon, si je prends x plus x, bien là, j'ai 3 valeurs possibles. Je peux avoir 0, 1 ou 2. 0 quand? Lorsque x et x sont égaux à 0. Donc, j'ai, comme il y a indépendance, 1 quart. 1, lorsque j'ai 1 et 0 ou 0 et 1, donc je vais obtenir 1,5. Et le 2, lorsque les deux x sont égaux à 1. Indépendance, produit des probabilités, ça fait 1 quart.
Donc je vais avoir 0 fois 1/4, plus 1 fois 1/2, plus 2 fois 1/4. Je trouve 1. Et pour la variance, j'ai 0 carré fois 1/4, plus 1 au carré fois 1/2, plus 2 au carré fois 1/4, moins 1 au carré, ça me donne 1/2. Ce que je constate, c'est que l'espérance de 2x, c'est 2 fois l'espérance de x, puisque x suit une loi binomiale, donc on sait que e de x, ça vaut 1/2, et variance de x, ça vaut 1/4. La variance ici, j'ai donc 4 fois la variance de x. Pour l'espérance de x plus x, j'ai 2 fois l'espérance de x. Par contre, pour la variance de x plus x, j'ai 2 fois la variance de x. Donc on voit que entre 2x et x plus x, j'ai des différences fondamentales. La première, c'est qu'elles ne prennent pas les mêmes valeurs. La deuxième, c'est qu'au niveau de la variance, j'ai pas du tout les mêmes formules. Alors, pourquoi? Eh bien, quand je fais variance de 2x, en fait, c'est la formule de variance de ax qu'on a vu dans le chapitre 4, par exemple, et on sait que c'est égal à a au carré fois la variance de x, d'où le 4. Par contre, variance de x plus x, on a dit, c'est variance de x plus variance de x, éventuellement 2 fois la covariance, mais ici on les a supposées indépendantes, donc c'est-à-dire 2 fois la variance de x. Bon, eh bien, on l'a aussi de façon générale, puisque variance de nx, on va avoir n carré variance de x, alors que quand on fait variance de x plus x plus x plus x, n fois, on va avoir n variance de x. D'accord? Donc on retient bien, c'est pas du tout la même chose. Allez, on a quasiment terminé. Quelques propriétés pour terminer, on va pas les démontrer. Si je prends x et y, deux variables aléatoires indépendantes, attention c'est très important, deux lois respectives binomiales, une n1p, une n2p, c'est-à-dire que j'ai la même probabilité du succès, simplement j'ai pas le même nombre de répétitions. Et bien quand je fais x plus y, j'ai une loi binomiale de paramètres toujours p et n1 plus n2. Donc même probabilité du succès et je répète n1 plus n2 fois. Lorsque je prends, cette fois, deux variables aléatoires indépendantes de loi de Poisson, alors une de paramètre lambda, une de paramètre mu, je fais la somme des deux, eh bien je vais encore avoir une loi de Poisson et de paramètres lambda plus mu. D'ailleurs, ça se voit très facilement puisque on connaît l'espérance de la loi de Poisson, et on a dit l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. Alors, une remarque sur le cas continu. Pareil, on peut faire les sommes de variables aléatoires de façon tout à fait similaire, et ce qu'on a dit va s'adapter. Simplement, ça va être un petit peu plus compliqué. On va avoir donc des densités, des intégrales, et notamment, lorsqu'on veut définir la probabilité, la densité de la somme, on va définir la fonction h de z, et comment est-ce qu'elle est définie? Eh bien, on va retrouver la notion de convolution. Rappelez-vous, on avait fait la somme, par exemple, pour tous les i, des p de x égale xi, fois p de y est égal à zk moins xi. Eh bien, c'est le même principe ici, sauf que je vais avoir donc f de x et puis g de z moins x, et je vais faire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, tout ça. Attention, ici, ma variable d'intégration, c'est x. Donc le z qui est ici, c'est une constante de mon intégrale. Et c'est la variable de la fonction h. D'accord? Donc pour tout z, en fait, je vais avoir une seule valeur de l'intégrale. Et donc ça va me définir une fonction. Alors, le rôle de f et g est tout à fait similaire. Bon, à nouveau, c'est ce qu'on appelle la convolution. Ici, on parle c'est ce qu'on fait quand on fait de la convolution de deux fonctions, c'est très exactement ça. C'est un peu plus compliqué, mais ça se fait.
Bon, une chose qu'on peut apprendre et qu'on va utiliser, on va d'ailleurs beaucoup l'utiliser dans le chapitre suivant, si x suit une loi normale de paramètres m1 et sigma 1 carré, et que y suit une loi normale de paramètres m2 et sigma 2 carré, attention, x et y indépendantes en probabilité, eh bien la somme va suivre une loi normale de quel paramètre? Quelle est l'espérance de x? L'espérance de x, c'est m1. Quelle est l'espérance de y? C'est m2. On a dit espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Bon, bah c'est m1 plus m2. Et l'espérance, c'est le premier paramètre de ma loi normale. Pour la variance, la variance de x, c'est quoi? C'est très exactement sigma 1 carré. Variance de y, c'est très exactement sigma 2 carré. Variance de x plus y, comme je les ai prises indépendantes en probabilité, j'ai variance de x plus variance de y, j'ai donc sigma 1 carré plus sigma 2 carré. Donc x plus y suit une loi normale de paramètres m1 plus m2, sigma 1 carré plus sigma 2 carré. Voilà qui conclut ce chapitre sur les couples et sommes de variables aléatoires.